avez des questions, notez-les. Et il y aura un temps de questions-réponses à l'issue de la présentation pour être plus dans l'échange et puis s'adresser davantage à vos réalités de terrain finalement. Et le dernier point, c'est que ne vous préoccupez pas de prendre des notes puisque nous allons vous envoyer un lien pour accéder à ce diaporama sur un espace partagé dans les quelques jours qui vont suivre cette conférence, cette présentation. Ainsi que l'accès d'ailleurs au film si vous le souhaitez. Voilà. Ça va comme ça? Donc confort pour vous, nous on mange après et surtout on est là pour vous présenter un sujet qui nous transporte beaucoup, qui nous mobilise beaucoup. Quand je dis nous, c'est le groupe Coopérer, c'est un groupe de consultants qui est vraiment dédié au développement et à la valorisation du capital métier des entreprises. Et je voudrais présenter d'abord Jean-Claude Stantina, qui est mon partenaire, en tout cas sur cet échange-là, mais aussi très souvent sur des missions. Jean-Claude est un dirigeant retraité, mais qui aujourd'hui développe une activité de conseil. Il accompagne les entreprises sur leur stratégie, sur leur développement commercial, en s'appuyant notamment sur et en valorisant la culture de l'entreprise. Je vais te laisser peut-être présenter Patrick Attention. Voilà. Et bien Patrick, lui, est un expert de la communication écrite, business to business, comme on dit. Hein. Et il se définit plus volontiers, ou très volontiers, comme journaliste d'entreprise. Voilà. Une nouvelle définition. Je dis l'essentiel. C'est parfait. J'aurais pas fait mieux. Et Ladies Last, l'atout charme donc, du groupe Coopérer, Florence, dont la spécialité c'est l'accompagnement, l'animation de CODIR, comité de direction, manager, et elle se sert d'un outil qui est absolument génial qui s'appelle le co-développement, qui est un outil de progrès et de performance. Merci. Alors je vais commencer par vous parler un petit peu de contrat de génération. Vous en avez entendu parler il y a déjà, depuis 2012 qu'on parle de contrat de génération, avec pour nous un angle d'attaque qui est effectivement jusqu'à présent c'est vécu plutôt comme une contrainte, comme les plans seniors, comme les plans égalité homme-femme, comme les plans pénibilité et un certain nombre de dispositifs réglementaires imposés aux entreprises. Et notre point de vue, c'est justement de vous le présenter plutôt comme une opportunité. Donc on va mesurer, nous allons ensemble peser en quoi c'est une contrainte, en quoi c'est une opportunité, et en quoi c'est en lien. Je vous propose d'aller défiler sur le sommaire. C'est la mission, c'est déjà oublié. En quoi c'est en lien avec ce qu'on appelle le capital immatériel de l'entreprise. Ça c'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment. Mais il y a quand même de la matière derrière. Alors, nous allons voir ce qu'est le contrat de génération, pourquoi il a été mis en place, qu'est-ce que c'est concrètement, comment ça se passe, par qui l'appui conseil peut-il être réalisé, et qu'est-ce que vous pouvez en tirer, quels bénéfices vous pouvez en tirer. Alors en fait, il y a un contexte dans ce dispositif contrat de génération qui a été mis en place en 2012. Il y a un contexte réglementaire, je ne vais pas trop m'attarder dessus, les lois, les accords nationaux, interprofessionnels, etc. Mais ça répond en tout cas à un enjeu majeur qui est que, d'après l'INSEE, entre 2009 et 2020, 8 millions de seniors partent à la retraite, partent ou vont partir à la retraite. Ça veut dire des savoir-faire d'expérience qui disparaissent des PME. Alors je vais parler essentiellement des PME et des TPE, parce que je ne sais pas quelle est la taille des entreprises dans lesquelles vous exercez. On a fait un petit sondage, mais tout le monde n'a pas répondu. Mais pour autant, au travers du petit sondage, la plupart sont entre 10 et 50 salariés, et il y en a une parmi les participants qui peut-être représente les entreprises de moins de 300. Voilà. Donc on va plutôt focaliser sur cette taille d'entreprise, même si j'évoquerai quand même ce qu'il en est du dispositif pour les plus de 300. Donc l'enjeu c'est ça, c'est des seniors qui partent à la retraite, des savoir-faire qui s'en vont, et en même temps 6 millions de jeunes qui sortent de la scolarité et qui vont rentrer sur le marché du travail. Et comment on fait pour faire en sorte que ces savoir-faire restent dans l'entreprise, que vous puissiez capitaliser là-dessus? Donc au final, j'ai envie de vous demander, pour ceux qui n'auraient pas répondu au sondage,
Aujourd'hui, est-ce que vous avez une notion de départ à la retraite prochain dans les entreprises dans lesquelles vous êtes? Vous, monsieur, par exemple. Celui qui part au mois de septembre. Ah, ok, d'accord. Et après, y en a-t-il d'autres prévus dans les 3-4 ans? Non? D'accord. Population plutôt jeune et 1 ou 2 seniors maximum. Et vous êtes le dirigeant? Ok, loin de la retraite. Ok, d'accord. D'autres, vous, monsieur, Non. dans votre entreprise, Non. vous n'avez pas de seniors? Ok. Que des jeunes? Bah, des jeunes, c'est... Ou des cadras, au milieu? Le plus vieux, c'est 47 ans. D'accord. Merci. Je vous remercie, patron. Non, mais on est les deux plus vieux, donc... Ok, d'accord. Donc non, mais... Ok, très bien. Monsieur Gasperi, chez vous, c'est quoi l'âge? Les âges? Deux qui partent dans les 5 ans. Et les plus jeunes ont quel âge? 25. Ok, d'accord. Et pour vous, monsieur, on a parlé tout à l'heure, parmi vos salariés, c'est quoi? D'accord. Ok. Bon, donc vous voyez, il y a des configurations différentes selon les entreprises, et ceci dit, il ne faut pas croire que ce dispositif s'adresse aux grosses sociétés, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je vous propose de défiler. Voilà. Tu passes à la suivante encore, si tu veux bien. On n'a pas évoqué parce qu'il n'y a pas la configuration là, mais il arrive qu'une TPE ou une PME soit dirigée par un dirigeant qui ait 57 ans ou plus. Et quand on parle des savoir-faire et d'expérience, il n'y a pas que ceux des salariés. Il y a ceux du dirigeant qui, à part entière, anime son entreprise, pilote, anime son entreprise. Et ces savoir-faire-là, ils sont à valoriser aussi et ils permettent d'accéder à un certain nombre d'aides financières, mais aussi d'appui conseil, comme nous allons le voir tout à l'heure. En réalité, le sujet du jour, c'est bien pérenniser le capital immatériel de l'entreprise. Hein. Toute la communication qui a été faite jusqu'à présent, notamment par les CCI ou par les OPCA sur le contrat de génération, a été portée sur les aides financières que vous pouviez obtenir quand vous recrutiez un jeune en CDI et que vous mainteniez dans l'emploi un senior de plus de 57 ans. En réalité, ne communiquer que là-dessus, ça fait un échec du dispositif, il faut bien le reconnaître. Il y a eu assez peu d'entreprises qui sont entrées dans ce dispositif, sauf les grosses qui étaient obligées par un accord de branche. Et en réalité, l'enjeu pour vos entreprises, c'est surtout ça. C'est comment je prépare l'avenir, comment je pérennise mon entreprise, comment j'identifie les savoir-faire d'expérience, les compétences clés, qui les détient, quelles sont celles qui sont critiques, quelles sont celles qui sont détenues par une seule personne, c'est souvent le cas du dirigeant de TPE ou de PME d'ailleurs, hein. Et comment je fais pour anticiper et identifier à qui je vais transmettre ça, pour que l'entreprise continue de vivre. Je te propose, je crois que c'est à toi, c'est à toi derrière. Voilà. Parce que Jean-Claude, en tant que dirigeant, il a beaucoup de témoignages à nous donner, on ne va pas se priver de solliciter. Donc là, je cite une entreprise en fait qui s'appelle la Mécanique des Flandres. La Mécanique des Flandres qui est une petite PME d'une vingtaine de personnes. Est-ce que vous entendez suffisamment bien pour le prochain? On va peut-être mettre en place les micros parce que je n'ai pas calculé, mais la salle est assez grande. Et est-ce que vous... Ça peut pas? C'est fort. Moi, je suis Il faudra être un peu au milieu. Heureusement, il n'y a pas trop de bavards. Très bien. Donc la Mécanique des Flandres, on est tout à fait au début du processus ou de la découverte en fait de la problématique du transfert de savoir-faire. Ça remonte en fait à la fin des années 90. On n'est pas dans les plans seniors, on n'est pas dans les transferts de savoir-faire, c'est même pas encore identifié. C'est une entreprise en fait, une petite PME d'une vingtaine de personnes qui est spécialisée dans la mécanique, la construction mécanique avec des machines conventionnelles. Alors pour ceux qui ne sont pas du métier, c'est des machines où on tourne encore le vernier, où on enclenche les dispositifs d'avance, etc. Mais qui par contre fait des pièces mécaniques très importantes, de grande taille, destinées à des chantiers navals, destinées au nucléaire, à l'industrie nucléaire,
Et donc, vous imaginez bien que là, la compétence et le savoir-faire est déterminant, parce que si vous loupez une pièce qui pèse 3 tonnes, la perte sèche est considérable. Or, effectivement, cette entreprise s'est trouvée confrontée à ça. Pourquoi? Parce que dans son personnel, elle avait des gens qui avaient été confrontés au risque amiante. Et donc, un certain nombre de collaborateurs ont pu demander un départ à la retraite anticipée. Ceci très rapidement. L'entrepreneur, ou le chef d'entreprise en l'occurrence, n'ayant pas prévu effectivement que ce mécanicien, cet opérateur de machine, en fait, qui allait partir, ne serait pas si facile à remplacer, parce qu'il l'a remplacé évidemment par des jeunes. Mais ces jeunes n'avaient absolument aucune compétence sur ce type de machines conventionnelles qui sont difficiles à manipuler. Et donc très rapidement, il était devant une situation d'échec de son entreprise qu'il a dû mettre en stand-by. C'est-à-dire qu'il a arrêté provisoirement son entreprise, ce qui est exceptionnel, je crois que je n'avais jamais entendu parler de ça, pour effectivement mettre en place organiser un plan de transfert de savoir-faire entre ceux qui étaient partants, donc les retraités, ou pré-retraités dans le cas présent, et effectivement la nouvelle génération des techniciens. Je vous la fais court. La chute, c'est que cette entreprise a tellement été fragilisée qu'en fait, elle a été rachetée en fait, par un groupe important qui a fait de la croissance externe en absorbant la boîte. Voilà. Merci. On passe à la suite. Alors, voilà, c'est une belle illustration du risque de ne pas transmettre les savoir-faire, de ne pas anticiper ça. Je reviens à l'aspect réglementaire pour l'évincer assez rapidement. Aujourd'hui, le dispositif contrat de génération, finalement, ça s'empile dans d'autres dispositifs, mais ça remplace les plans et accords seniors. Il n'y en a plus. Il y en a eu, il n'y en a plus. Les entreprises qui n'ont pas fait de plan ou d'accord senior devraient rédiger un plan ou un accord contrat de génération. Quand je dis devrait, l'obligation de rédaction d'un plan ou d'un accord, ça concerne les plus de 50 salariés en équivalent temps plein. Donc, si vous êtes dans des petites structures, vous deux, vous êtes dans une petite organisation, vous, c'est moins de 50, vous, pareil. Thierry de Gasperis, pareil, petite. Vous, c'est pareil. Il n'y a pas de grosse, en fait. Moi, je suis salarié d'une entreprise de 250 collaborateurs. D'accord, donc là, on est dans les 50 à 299. Ok. Donc, vous, dans votre entreprise, vous auriez intérêt à faire un diagnostic et à organiser la rédaction d'un plan ou d'un accord d'entreprise. On verra tout à l'heure que si ce n'est pas fait, il y a quelques conséquences. Le dispositif contrat de génération et le plan ou l'accord du même nom s'appuie sur les plans égalité hommes-femmes, sur les plans pénalité mobilité, je te laisse faire défiler. Il passe en revue ces aspects-là, mais il ne remplace pas. Et il suppose un bilan annuel des actions mises en œuvre à la directe. Mais on y reviendra un peu plus loin. Vas-y, donc j'évoquais, il y a les entreprises de moins de 300 et il y a les entreprises de plus de 300. Mais en réalité, dans les moins de 300, on va arrêter avec les plus. Dans les moins de 300, il y a donc les petites, comme les vôtres, moins de 50 salariés, et celles qui ont plus de 50 salariés. Ce sont ces deux catégories d'entreprises qui peuvent obtenir des aides financières pour la création d'emplois en CDI pour des jeunes de moins de 26 ans, et pour le maintien ou la création d'emplois de seniors. Quand je dis création d'emplois de seniors, c'est 55 ans et plus. Quand je dis maintien dans l'emploi de seniors, c'est 57 ans et plus. En réalité, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Je pense que je reviendrai sur cette question. Vous pouvez cumuler le contrat de génération et les aides financières qui y sont liées avec le contrat professionnalisation, mais ce sera tout. Tu fais défiler la page suivante. Contrat pro. Alors, j'ai évoqué, j'ai noté ici le dispositif embauche PME parce qu'on en parle un petit peu depuis quelques temps, juste pour faire un contraste. Ce dispositif concerne des PME de maximum de 150 personnes et en fait encourage la création d'emplois en CDI ou la création de CDD d'au moins 6 mois
avec des salaires inférieurs à ces 1 930 €, je crois, vous pouvez obtenir une aide financière de 4 000 € pendant 2 ans. Mais en l'occurrence, il n'y a pas du tout de volonté de favoriser des seniors ou des juniors. L'objectif, c'est juste de créer de l'emploi, d'essayer de... Quand le gouvernement a créé le dispositif contrat de génération, l'objectif, il était double. On est dans une période de chômage, on est dans une période économique difficile. Les populations qui ont le plus de mal à trouver d'emploi ou à rester en emploi, ce sont les jeunes de moins de 26 et ce sont les seniors de 55 ans et plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Premier objectif du contrat de génération. Deuxième objectif du contrat de génération, les PME, les TPE, comment peut-on les aider à anticiper sur l'avenir, à avoir une vision plus large, plus globale de leur pyramide des âges, de leur organisation, de leur savoir-faire collectifs ou individuels, pour anticiper leur développement, pour pérenniser en fait ces PME. Donc vous voyez bien que la logique du contrat de génération, elle est double et elle est très ciblée en termes de population, contrairement au dispositif embauche PME qui est plus une solution de dernière minute parce que M. Hollande et son gouvernement ont du mal effectivement à trouver des solutions et qu'on essaie d'empiler les dispositifs. Donc c'est pas la même logique du tout. Je peux passer à la suivante? C'est tout. Je suis où là? Parce qu'il faut plus rapidement. Sobrena. Alors, je continue. Je suis donc responsable d'une filiale, gérant d'une filiale allemande en France. Et je suis spécialisé dans la vente, la distribution et la maintenance, la fourniture de pièces d'équipements de levage jusqu'à 100 tonnes de capacité, donc de gros appareils. Parmi mes clients, j'avais donc le chantier naval Sobrena, qui est à Brest, qui est un sous-traitant également de la direction des chantiers navals, donc de l'armée, pour des réparations navales. Et là aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de l'amiante, donc toujours fin des années 90, ils sont concernés par effectivement des départs à la retraite anticipée. Et même phénomène que tout à l'heure, ce sont des techniciens d'atelier, des mécaniciens d'entretien en fait, qui ont eu l'habitude de manipuler des appareils qui sont là depuis plusieurs générations, parce que certains des appareils qui possédaient en fait avaient pas loin de 25 ans, hein, donc bon, ça veut dire que celui-là, il y a la bouteille. Vous imaginez bien que les documentations techniques de ces matériels de 25 ans, plus personne ne savait où ils étaient. Et donc il n'y a que le type qui savait le démonter, qui savait effectivement maintenir le matériel. Alors, imaginez l'enjeu pour un chantier naval où il faut soulever des pièces de 50 ou 100 tonnes, et qu'on ne peut plus soulever parce que les appareils sont en panne dans l'atelier. Parce que le petit gars, excusez-moi l'expression, le technicien d'atelier qu'on a pris pour ce qu'il n'était pas en fait, qui est parti avec son savoir, effectivement n'a pas pu le remplacer. Parce que les jeunes qui sont arrivés, ils étaient incapables effectivement d'assurer la maintenance des appareils. Donc on appelle, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend le téléphone, on appelle le fournisseur. Monsieur le fournisseur, est-ce que vous pouvez quelque chose pour vous faire, monsieur? Moi, j'ai pas d'équipe que je peux détacher pour faire de la maintenance. Ponctuellement, je peux effectivement donner un coup de main, mais ce n'est pas notre vocation. Par contre, ce qu'on peut éventuellement imaginer, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on a monté un plan de formation, et j'ai détaché effectivement un de mes collaborateurs, après avoir fait une convention avec la préfecture, etc., pour pouvoir faire de la formation momentanée, effectivement, avait formé les collaborateurs pour maintenir les appareils. Et dans l'urgence, les gros appareils qui étaient là, qu'on n'avait pas le temps de maintenir, on les a fait envoyer à l'usine en Allemagne pour qu'ils soient maintenus. Mais inutile de dire que la production aura souffert. Mais on est toujours dans une problématique de grosse PME. Hein. Parce que Sobrena, ça doit être 200-300 personnes. Hein. C'est une grosse entreprise, mais elle est hyper spécialisée dans un domaine précis, avec un problème de mécaniciens d'entretien qui sont partis et qui, dans le savoir, n'a pas été sauvegardé. Et surtout, même si on avait voulu le transférer, ça aurait été extrêmement difficile. Merci. Oui. Je t'ai versé de l'eau. Alors, comment ça se passe en fait, les contrats de génération? Dans le concret, il y a 3 volets. Il y a un volet financier, il y a un volet appui conseil et il y a un volet ingénierie à la transmission des savoir-faire à l'expérience. Le premier volet, les aides financières, ça concerne, je vous le rappelle, toutes les entreprises de moins de 300 salariés, donc aussi bien les plus petites de moins de 50, qui sont plus représentées aujourd'hui, que celles qui ont plus de 50. D'accord ? Ces aides financières, elles se formalisent comme ceci.
vous embauchez un jeune en CDI de moins de 26 ans. Je dis bien CDI. Hein. Vous l'appariez en binôme administratif avec un senior chez vous. Un senior qui a soit 57 ans ou plus, soit 55 ans s'il a un handicap. Et administrativement, vous remplissez un formulaire de 3 pages à Pôle emploi qui va vous verser trimestriellement 500 € pour ce binôme pendant 3 ans, ce qui fait 2 000 € par an, soit 6 000 € pendant 3 ans. D'accord? Autre formule. Vous embauchez un jeune, pareil, de moins de 26 ans en CDI et vous embauchez aussi un senior d'au moins 55 ans en CDI. Donc ces 2 créations d'emplois, on double la mise. Ça va faire 1 000 € par trimestre qui vont vous être versés par Pôle emploi pendant 3 ans, dès lors que ces 2 personnes restent dans l'entreprise. Autre formule, vous êtes dirigeant, vous avez 57 ans ou plus. Vous ne les faites pas. Vous êtes dirigeant et vous pensez à... D'abord, vous recrutez un jeune de moins de 26 ans. Peut-être même, vous pouvez recruter un jeune de moins de 30 ans, parce que à 57 ans, en tant que dirigeant, peut se poser la question de la transmission d'entreprise. Ça devient un enjeu. Même si vous ne pensez pas transmettre à ce jeune, vous pouvez recruter un jeune de moins de 30 ans et obtenir les mêmes aides. Parce que le dirigeant, même s'il est considéré comme étant le senior de l'entreprise, et il y a cet enjeu de transmission, même si elle ne se fait pas encore une fois. Je pense que je vous ai dit à peu près l'ensemble des formules qu'il peut y avoir concernant les aides financières. Mais je pense que ce n'est pas ça l'enjeu, encore une fois. Hein. C'est ce qui suit. Non, pardon. C'est l'appui conseil qui compte. L'appui conseil contrat de génération, c'est une aide concrète d'un consultant référencé par la CCI Rhône-Alpes qui vient faire chez vous un diagnostic organisationnel de la pyramide des âges, des compétences clés, qui les détient, un diagnostic RH, qui va faire aussi des préconisations à partir de ce diagnostic RH et qui va vous accompagner pour les plus de 50 à la rédaction d'un accord ou d'un plan de contrat de génération. Pour les moins de 50, il n'y a pas besoin. Pour les plus de 50, c'est nécessaire. Et ça, cet appui conseil-là, il se termine par l'ingénierie sur la transmission des savoir-faire, c'est-à-dire des solutions, de l'aide pour trouver des solutions pour créer des parcours de formation. Par exemple, je vais vous citer tout à l'heure des exemples. Peut-être tout de suite passer, et puis je vais rentrer tout de suite dans le concret. 2 situations d'accompagnement de PME, 2 PME que j'ai accompagnées en 2014. L'une, transport de voyageurs dans la région. Transport de voyageurs, je crois que c'était 216 salariés en équivalent temps plein, dont 157 étaient à temps partiel, parce que dans le transport de voyageurs, on commence dans le métier en faisant du transport scolaire. Le transport scolaire, c'est tôt le matin, en fin de journée après, et créer des parcours professionnels pour les jeunes, c'est un enjeu majeur. Sinon, turnover. Et là, en l'occurrence, il y avait un problème de turnover de la population jeune qui rentre dans ce métier, qui est en même temps indispensable pour l'entreprise, d'autant plus qu'ils avaient gagné de nouveaux marchés et ils avaient vraiment de gros besoins. L'entreprise en question ne faisait pas que du transport scolaire, elle faisait de la ligne régulière, elle faisait du transport de tourisme également. Elle gagnait régulièrement des marchés et en plus elle était en croissance externe, c'est-à-dire rachat de certains de ses concurrents plus petits. Donc aujourd'hui 5 ou 6 sites. Et là en l'occurrence, cette entreprise, nous l'avons accompagnée pendant 6 jours avec un diagnostic, des préconisations. Ces préconisations ont été discutées en comité de pilotage. Le comité de pilotage étant constitué du dirigeant, du DRH, de quelques représentants des métiers et représentants du personnel. Et à partir de là, on a rédigé le plan d'action contrat de génération, ou l'accord, je ne sais plus si c'était un plan d'action ou un accord, pour finir par trouver des solutions pour les parcours professionnels,
pour mettre en place aussi du tutorat, qui permet de fidéliser aussi les salariés, notamment les jeunes, pour mettre en place des fiches de poste, des entretiens de suivi au bout de 3 mois après une embauche, etc. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple un petit peu de ce qu'on peut faire dans ce type d'entreprise. Vous me direz, moi, mon entreprise est beaucoup plus petite que ça ne marche pas en ce moment. Alors, le second exemple, si tu peux avancer, Jean-Claude. Le second exemple, c'est une petite entreprise de la région de Villefranche, transport de matières dangereuses, travaillant beaucoup pour le secteur de la chimie, mais collectant aussi des déchets. De mémoire, ça devait être 34 personnes, 34 salariés. Une entreprise qui, du fait de ses clients dans la chimie, avait des contraintes de qualité importantes. Donc, ils avaient mis en place une démarche qualité assez poussée. Et là, en l'occurrence, c'est une entreprise familiale, c'est la 2e génération. Le père est le dirigeant charismatique de l'entreprise, c'est lui qui fait le développement commercial. Donc, tout le développement commercial est entre ses mains. Et le fils, lui, est plutôt sur l'exploitation. Et là, il y a des enjeux de trouver, recruter certains profils de chauffeurs pour de la matière dangereuse, sur certains sites en particulier, sur certaines lignes en particulier. Donc ils nous ont sollicité pour les accompagner. Il n'y avait pas d'obligation de plan ou d'accord d'entreprise là. Hein. On est bien d'accord, c'est moins de 5 ans. Mais on les a accompagnés, ils ont saisi l'opportunité du contrat génération pour que nous fassions un diagnostic, des préconisations et que nous mettions en place ensemble un certain nombre de solutions par rapport à leurs problématiques. Voilà. J'espère que ça... Alors, j'ai beaucoup travaillé dans le transport, comme vous avez pu le voir, mais pas seulement. Mais ça me semblait intéressant de vous donner 2 exemples de tailles différentes de ce que l'on peut faire en termes d'appui conseil contrat de génération. Ce qu'il faut savoir pour les entreprises, tu peux avancer la pointe ? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la nouvelle loi sur la formation professionnelle de 2014, l'accès aux aides, aux aides financières pour l'embauche de jeunes et de seniors en CDI est facilité pour les entreprises de plus de 50 salariés. Avant, il fallait avoir fait un diagnostic et un plan ou un accord avant de pouvoir prétendre obtenir ces aides financières. Maintenant, vous pouvez y accéder directement et ensuite seulement faire intervenir un consultant référencé pour faire un diagnostic et réaliser le plan ou l'accord contrat de génération. Et je te propose de nous donner un 3e exemple. C'est parti. Alors, je veux préciser donc un point important, c'est qu'effectivement, donc, Florence et moi, nous sommes référencés à la directe. Nous faisons partie de ces consultants, il y en a d'autres, bien sûr, spécialisés pour faire cet état de milieu. Là, je vais vous parler de GIA. C'est tout à fait anecdotique. Hein. On est toujours dans une petite entreprise, une petite PME, hein, mais hyper spécialisée dans ce métier. GIA, c'était également un client, en fait. Hein. Je leur vendais des équipements de dommage, de petites capacités pour réaliser des terres cuites, enfin, des produits bruts. Et GIA donc, a la particularité d'avoir une couleur qui s'appelle le bleu de GIA, hein, qui est réputé, effectivement, historique. Et ce bleu est obtenu à partir de pigments naturels. Il ne s'agit pas de produits chimiques, donc c'est beaucoup moins stable, en fait, hein, qu'un produit chimique, qu'un colorant chimique. Et ils ont un jour une commande qui est un musée qui est un particulier très riche, bien sûr, saoudien ou autre, qui passe une commande. Et ils doivent reproduire, en fait, donc la recette historique du fameux bleu de GIA. Mais la personne qui avait dû faire ça depuis 50 ans ou 40 ans, elle était à la retraite, bien sûr. Mais il est parti en laissant le protocole, la recette, enfin toute la procédure pour réaliser en fait ce colorant. Alors, il faut quand même penser que dans ce métier, le colorant change en fonction donc, du séchage, de la cuisson, etc. Donc il faut passer par toutes ces étapes, hein, réaliser la pièce, la décorer, la cuire pour enfin s'assurer qu'on a bien obtenu le résultat. Vous voyez, si vous n'obtenez pas le résultat, il y a déjà un sacré gâchis. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Donc, panique à bord, effectivement, on appelle le monsieur, qui n'est plus qu'un préparateur, hein, quelqu'un d'important dans l'entreprise, a priori. Mais il est parti avec un savoir, et il se défend, bien sûr, d'avoir laissé
ce savoir dans l'entreprise. Il n'est pas parti avec. Il a décrit ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, comment il faut le doser au milligramme. Ils sont arrivés à tel point qu'ils m'ont dit, écoutez, monsieur, il faut reproduire la recette parce que non, on n'y arrive pas. Vous allez la reproduire devant nous. Vous le croyez, ça? C'est comme dans la cuisine, mais c'est pire que la cuisine. C'est ce qui manque. Ces pigments naturels, quand il les assemblait, il mettait de la salive dedans. Et ça salive à lui. On dit non. Nous sommes sur des pigments qui sont des pigments naturels et la réaction, effectivement, provoquait effectivement un phénomène chimique, hein, tout à fait basique, mais et qui modifie effectivement les caractéristiques de ce mélange. Voilà un exemple tout à fait typique de transfert de savoir-faire qui n'a pas pu se faire. Et là, je ferai référence d'ailleurs à une étude, je ne sais pas si tu as retrouvé les coordonnées, on n'a pas cherché, une étude canadienne donc, qui a été réalisée à peu près à cette époque sur justement la qualité ou la capacité de transférer les savoir-faire. C'est ce qu'on appelle les TSE, donc transfert des savoir-faire d'expérience. Je rappelle quand même que dans le dispositif du contrat de génération, il n'y a plus véritablement de transfert de savoir-faire. Il existait auparavant, il n'a pas été remis véritablement dedans. C'est nous qui l'associons dans la mesure où si on fait un diagnostic, autant le prendre en compte parce que c'est quelque chose d'important. Et donc, pour Gien, c'est tout à fait symptomatique. Donc bon, c'était quelque chose de crucial en fait. Et donc cette fameuse étude, oui, ce que je veux dire, c'est cette fameuse étude canadienne démontre donc par des études statistiques extrêmement fines et une enquête qui a été faite donc, dans les entreprises et les collectivités, qu'en fait 70 à 80%, bien entendu, là, je répète, 70 à 80% des connaissances ne peut pas se transcrire. Et si on les transcrit, on arrive au cas de Gien, il va de toute façon manquer la virgule qui permettra que ce soit compréhensible ou que ce soit complet. Est-ce que j'ai été convaincant là? Bon appétit toujours. C'est un bel exemple, sans compter que la faïence Gien, ça fait partie de l'artisanat, c'est plus artisanal qu'industriel, hein, clairement. Donc là, les savoir-faire sont essentiels. Tu avances. Voilà. Alors, comment pouvez-vous, ou comment les entreprises, les PME, les TPE peuvent-elles être accompagnées en appui conseil contrat de génération? En quoi pouvez-vous profiter de cette opportunité-là? Il suffit pour cela de faire appel à la CCI Rhône-Alpes pour la solliciter par écrit pour un accompagnement de 4 à 6 jours qui sera financé à hauteur de 70-80% par la directe en fait. Le complément pouvant être parfois financé par l'OPCA. 70 à 80% sur 4 à 6 jours, c'est un chèque en fait qui vous est pratiquement remis sous forme de conseil de 3 500 à 5 200 €. En plus des aides financières. Et ça, je pense que ça a un poids beaucoup plus important que les aides financières à l'embauche. C'est plus important pour l'avenir de l'entreprise encore. Dans cet appui conseil, diagnostic, je l'ai évoqué, préconisation, ce que vous allez avoir à l'issue de ça, c'est une aide à la rédaction d'un plan ou d'un accord d'entreprise si vous êtes dans une entreprise de plus de 5 ans, sinon ce n'est pas nécessaire, et une aide sur, finalement, en fonction de la problématique ou des points de vigilance de mon entreprise, le constant va vous aider à cartographier les compétences, à faire une pyramide des âges, à éventuellement rédiger des fiches de poste, à construire ou à mettre en place des entretiens de suivi à l'embauche au bout de 3 mois si c'est nécessaire, s'il y a du turnover. En tout cas, tout un tas de solutions, conseils, choses très concrètes qui vont vous être apportées dans l'organisation, dans le management des hommes, pour vous permettre de pérenniser les savoir-faire dans l'entreprise. Et au final, tout à l'heure, j'ai commencé en parlant du capital immatériel. Je vous ai dit, finalement, l'enjeu, c'est vraiment le capital immatériel de l'entreprise. Alors, ce mot de capital immatériel, il vient de quoi? Il vient d'un assureur suédois qui a fait tout un travail, toute une étude, démontrant que ce qu'on appelle le capital immatériel, c'est 3 choses. Il y a le capital humain, le capital client et le capital organisationnel de l'entreprise. Le capital humain, c'est celui qui est constitué à la fois de ce qu'on appelle
l'intuitif personnel du dirigeant, donc ce qui appartient au dirigeant qui fait que c'est lui qui est moteur du développement de son entreprise. Il y a les hommes clés, il y a les compétences et savoir-faire, il y a également les savoir-faire collectifs, et tous ces éléments-là, et l'expérience, bien sûr, on l'évoquait, hein, l'expérience métier de l'ensemble de ce collectif. Et en fait, ce qu'a démontré M. Edvinson, c'est que quand on valorise, je vais essayer de reprendre, quand on met dans la perspective d'une transaction, par exemple, imaginez que vous vouliez vendre votre entreprise, ou vous, monsieur qui l'avez créée il n'y a pas très longtemps, d'ici quelques temps, vous allez la vendre et la transmettre. Ce qui va valoriser, ce qui positivement le prix de l'entreprise et le niveau de la transaction, c'est le fait que vous ayez formalisé les savoirs et savoir-faire parce qu'ils deviennent transmissibles. Si cela n'est pas fait, ça va être difficile de valoriser de façon positive le prix de l'entreprise que vous allez céder et transmettre à quelqu'un d'autre. Donc je pense que l'enjeu, il est vraiment là pour le contrat de génération. Et en ce sens, au-delà de la contrainte réglementaire, notamment pour les entreprises de 50, puisque c'est elles qui doivent faire un accord ou un plan, au-delà de ça, vous avez une belle opportunité d'être accompagné par des consultants référencés pour voir plus loin que le jour d'aujourd'hui, le carnet de commandes d'aujourd'hui, mais regarder plutôt à 3 ans, à 5 ans, et de quoi j'ai besoin, et quels sont les points de vigilance sur lesquels il va falloir travailler pour que l'entreprise soit pérenne dans les 5 ans et au-delà. Je crois que tu as encore un petit exemple à nous donner. Voilà. Donc là, je vous parle d'un groupe important, la Lafarge, tout le monde connaît. On se dit, ouais, mais c'est pas la dimension de mon entreprise, c'est complètement faux. Pourquoi Lafarge Granula? Déjà, c'est une constellation de petits établissements. Ce sont des exploitations que vous en avez à côté. Il y en a à Bourg, il y en a à Bourgoin, il y en a tout autour de Lyon, j'en ai fait pas mal. Ce sont des établissements où il y a quelques dizaines de collaborateurs, c'est tout. Par contre, il y a un élément vital chez Lafarge, des éléments transporteuses. Alors, rien, s'il te plaît. Une bande transporteuse, ça ne marche pas toujours. C'est un peu comme on parlait de tout à l'heure. Eh bien, il n'y a pas de technicien spécialisé, il n'y a pas de centre de formation. Dans tous les catalogues que vous trouvez, vous ne trouverez jamais de formation pour maintenir de la bande transporteuse. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi en termes, en réalité? C'est que les gens sont formés sur le tas, ils n'apprennent sur le tas. Alors, certains, bon, sont issus de petites entreprises que Lafarge a rachetées, souvent c'est le cas. Lafarge en fait beaucoup de croissance externe. Dès qu'il y a une boîte qui est un peu fragile ou qu'un papy part à la retraite, ils rachètent et ça leur permet d'augmenter la taille de leur conglomérat. Mais il est bien évident que ce sont toujours des PME et des TPE-PME. Et j'ai rencontré beaucoup de ces collaborateurs, puisque effectivement, eux, ils ont tout compris. Ils ont jugulé les deux choses, en fait. Le problème du transfert de savoir-faire avec les contrats de génération. Donc, comme ils sont touchés, comme toutes les entreprises, de certaines tailles qui ont une population donc sur plusieurs générations, par le fameux baby boom, et effectivement, donc, ils enregistrent un certain nombre de départs à la retraite depuis une dizaine d'années, à peu près, depuis 8 ans. Et donc, ils ont cumulé donc, à la fois des contrats de génération en faisant rentrer des jeunes, et en profitant de cette opportunité pour organiser le transfert des savoir-faire. Pour que le transfert, le sachant, le papy, là, celui que j'ai rencontré, que j'ai édité un jour, des circonstances que je ne pourrais pas vous détailler, mais c'était un Marocain qui parlait relativement mal de français, puis à un moment, on lui montre un slide, et puis il dit « je ne suis pas d'accord ». Quand on lui demande d'expliquer, évidemment, il ne sait pas le dire. Donc bon, je l'ai audité après, à l'occasion du repas, avec quelqu'un qui me servait un peu de traducteur. Bon, simplement, son interprétation était bonne, mais il n'avait pas vu ce que nous voulions montrer par ce document. Donc il y a effectivement énormément de savoirs qui doivent se transmettre, et qui ne sont pas forcément faciles à transmettre, parce que ça s'apprend sur le tas. De manière tout à fait anecdotique, celle qui est du côté de Bourgoin, enfin avant Bourgoin, là, quand on prend l'autoroute, on discute avec le gars pour préparer la prochaine session, et c'était le responsable du groupe, parce que les mécaniciens, ils sont 2-3, ils sont pas très nombreux en fait sur le site. Hein. Les autres s'occupent des compacteurs, des granuleurs, des cribleurs, etc., et des concasseurs, et il s'interrompt, il dit voilà, j'ai une bande qui va de travers, je vais intervenir. Et donc je le vois qui part en courant, il s'empare d'un espèce de maillet
truc soudé, grossier, planqué derrière, en dessous du châssis. Il grimpe le long de la rampe et il va taper donc, bon, sur un palier pour effectivement remettre la bande dans le bon axe. Parce que bon, si elle va trop à droite ou trop à gauche, elle déverse les matériaux, etc. Enfin, c'est un gros problème. Et puis il revient et je lui dis, mais en fait, est-ce que vous savez pourquoi vous avez frappé à cet endroit? Il n'a pas pu l'expliquer. Parce qu'on lui a dit que quand elle va partir à droite, il faut taper dans ce sens, à cet endroit-là, mais il ne sait pas pourquoi. Voilà, on est tout typiquement là, dans le savoir-faire transmis, mais qu'on peut aussi expliquer techniquement. Hein. Savoir-faire tacite. Savoir-faire tacite, mais qu'on peut quand même expliquer, mais difficile de formaliser ça, de mettre ça par écrit, c'est pas possible. Donc des techniciens de maintenance, il n'y en a pas. Je vais même vous dire une anecdote pire, je ne sais plus sur quel site, je crois que c'est un site du côté d'Avignon ou d'Aramon, par là. On nous signale, donc sur. J'étais avec un copain, en fait on était deux, hein, c'était utile d'être deux, parce que c'est une population qui ne parle pas volontiers. En plus, on leur dit formation, ils disent tiens, encore, hein, avec ce que je veux, ils arrivent avec les pieds, les salles sont jamais prêtes. Généralement, c'était la cantoche, donc il y avait la salle des partout. Enfin, il fallait vraiment faire de la place. Quoi, hein. Et j'allais dire quoi? Je voulais couper la pointe. Tu parles du contexte dans lequel tu intervenais. Ah oui, alors donc bon, on nous signale qu'une bande fonctionne mal. Depuis qu'elle est installée, depuis 5 ans, livrée neuve par le constructeur, elle tourne mal. Et là, j'y vais avec mon copain et on regarde la bande de près et on se rend compte qu'en fait l'ensemble de la bande a été montée à l'envers. Alors vous allez me dire, oui, mais monter à l'envers, c'est gros quand même. Hein. Oui, seulement, entre une bande à l'endroit et une bande à l'envers, il y a jusque 2 degrés d'écart. C'est-à-dire en fait les supports de bande pour qu'elles se courbent, hein, des rouleaux, mais les rouleaux ils sont montés avec 1 degré, alors je vous l'exagère. Suivant que c'est comme ça, elles ne roulent pas dans le même sens. Quand elle va partir là-bas, les rouleaux doivent être montés comme ça. Vous me suivez là? En fait, ils s'étaient montés comme ça, ils tournaient dans ce sens. Forcément, ils ne savaient jamais la diriger, ça ne fonctionnait jamais correctement. Elle frottait, elle s'usait elle-même, elle usait les châssis, enfin, et j'en passe, il est meilleur. Voilà, donc bon, chez Lafarge, ils ont tout compris. Eux, ils ont fait un trait de tout ça, ils ont créé une opportunité pour effectivement former leurs gens et avoir des gens qualifiés. Parce qu'il est utile de vous dire que si vous avez une bande transporteuse en amont, vous avez la gravière qui monte. Derrière, vous avez des cribleurs qui vous séparent les grains, enfin, les granulats qui sont déjà à la bonne taille. Les autres sont dirigés sur les concasseurs. Si la bande principale ne marche pas, rien n'est alimenté, ça ne tourne pas. Et on est bien dans la PME, parce que toutes ces gravières sont organisées en PME, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont des résultats d'exploitation à produire pour leur unité, c'est-à-dire la PME, la vôtre. Et on est toujours sur une population de gens, comme je disais tout à l'heure, pour lesquels on n'a pas forcément la considération quand on est très haut hein, dans la hiérarchie. Les petits mécanos, on va le remplacer par d'autres mécanos, ça paraît d'une évidence, d'une simplicité biblique, mais non, c'est pas ça. Merci. Et toute la place, dans ce que tu viens d'illustrer, là, toute la place de l'échange de pratiques, hein, parce que ces savoir-faire liés à l'expérience, non décrits, pas toujours descriptibles d'ailleurs, hein, on a beau faire des fiches de processus, de procédures, pour autant, tout n'est pas descriptif. C'est l'exemple du jet de salive dans le bleu de chien. Donc, ça, c'est vraiment lié à l'observation d'un aîné par un plus jeune. C'est lié au groupe d'échange de pratiques. Comment on échange sur notre pratique, parfois le plus souvent de façon informelle, mais aujourd'hui, on en arrive à créer des groupes d'échange de pratiques dans les entreprises, dans les organisations, pour justement que tous ces savoirs tacites, non formalisés, puissent être captés et transmis. Et ça fait partie c'est une des solutions possibles en fait pour anticiper ça. Je te propose d'avancer, voilà, juste pour fixer les idées. Le contrat de génération, ça s'adresse d'abord aux entreprises de moins de 50 salariés. La plupart d'entre vous êtes concernés. Et ça vous permet d'avoir des aides financières à l'embauche pour des moins de 26 ans ou pour des seniors ou pour les deux, dès lors que c'est de l'embauche CDI. Et surtout, ça vous permet d'avoir le financement de l'appui conseil, diagnostic, accompagnement sur les problématiques qui sont les vôtres, organisationnelles, humaines, pour trouver ensemble des solutions pour pérenniser votre vie. Deuxième volet, les plus de 50. Les plus de 50, même chose, des aides financières de même niveau, l'appui conseil financé et l'obligation
de rédiger un plan ou un accord contrat de génération. S'il y a un accord de branche, d'où dans le sondage j'ai demandé si vous apparteniez à un groupe ou si vous releviez d'un accord de branche. Je continue ? S'il y a un accord de branche, il suffit pour le plan d'action ou l'accord de décliner l'accord de branche, c'est assez simple. Et puis les entreprises de plus de 300, en fait c'est elles qui ont été les plus actives sur le contrat de génération parce qu'elles étaient contraintes. La réglementation les a contraintes. Et là, elles ont toutes soit fait un accord ou un plan, soit décliné l'accord de branche. Par contre, elles n'ont aucunement d'aide financière, ni d'appui, conseil, financé par la directe, bien évidemment. Ces appuis-là, ces aides-là sont financés pour les PME et les TPE. Et puis, dernière dia pour fixer encore les idées. Finalement, en quoi ce contrat de génération est-il une opportunité pour vous, pour les entreprises du bassin, les PME, TPE, du bassin économique de Brunier et sud-ouest lyonnais? Tu as pensé? Je pense que Ah. il y a un truc qui m'échappe. En quoi c'est important? C'est important parce que ça vous permet déjà de cartographier les compétences et les savoir-faire dans l'entreprise. D'identifier qui détient les savoir-faire clés, quels sont ceux qui sont critiques, c'est-à-dire détenus par une seule personne, et pour lesquels il va être urgent d'organiser la transmission de cette expérience et de ces savoirs. Deuxième point, c'est ça vous permet de sortir le nez du guidon et d'avoir une vision globale et fine de votre entreprise. Même une petite de moins de 50, ça peut être intéressant de prendre cette hauteur de vue-là et en même temps d'avoir une vision claire de dans quelques années, il y en a 2 là qui vont partir à la retraite et ils sont importants dans l'entreprise. Ils ont un rôle important. Comment je peux faire? Et c'est encore plus important dans les TPE parce que finalement, ces compétences clés, parfois elles sont détenues par 2-3 personnes. Il faut vraiment avoir cette vision-là pour anticiper à qui on va pouvoir transmettre. Le troisième point, c'est que ça vous donne l'occasion pour les entreprises qui ont plus de 50, mais également pour les petites éventuellement. Ça permet, quand on rédige un plan ou un accord d'entreprise, d'être dans la co-construction, notamment avec les IRP, les représentants du personnel. Ça permet de mettre du management participatif, ça fait avancer l'entreprise en équipe et au niveau de son management. L'avant-dernier point, c'est un enjeu majeur. On parle tout le temps de la génération Y, comme si c'était un problème. C'est quand même dingue qu'on fasse un problème de nos jeunes. Enfin, je sais pas, moi j'ai un gamin qui a 25 ans. Je trouve terrible qu'on fasse un problème de nos gamins de 25 ans. C'est pas un problème, c'est une opportunité. Comment peut-on faire pour qu'il y ait une meilleure coopération entre les jeunes et les aînés dans les entreprises? C'est un enjeu majeur. Ils ont des modes de fonctionnement différents des nôtres, mais ils ont une créativité, ils vont vite. Nous avons des choses, les aînés ont des choses à leur transmettre, et inversement, les jeunes ont des choses à transmettre aux aînés aussi. Donc il y a quelque chose à créer, et le contrat de génération, c'est une belle opportunité pour ça. Et le dernier point, c'est l'avenir de l'entreprise, on l'a dit. L'avenir de l'entreprise, la transmission de l'entreprise quand le dirigeant est proche de la retraite, la valorisation de l'entreprise dans le cadre d'une transaction, on l'a dit. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'atouts pour regarder plutôt le côté, la partie pleine du verre, qui est le contrat de génération, plutôt que la partie vide. C'est plein d'opportunités. Et si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Voilà. Laurence, il y a juste un point qu'on a omis de souligner, c'est le risque de pénalité. Ah oui, oui, oui. Encouru par les entreprises. Alors, Puisqu'on a justement donné pardon, vas-y. tu as raison, excuse-moi. Je fais un retour en arrière. On a dit obligation de négocier un accord ou un plan pour les plus de 50. D'accord? Donc je ne vais pas parler que de ça. Nous avons dans notre clientèle, pas loin d'ici, une entreprise qui a plus de 100 salariés, 130, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Ils n'ont pas fait de plan senior. Ils n'ont pas fait de plan senior quand c'était possible de le faire, donc jusqu'en 2008. Et ils nous appellent parce que ils ont fait un audit imposé par un de leurs clients, dans lequel le client regarde si l'entreprise sous-traitante, partenaire, est en règle par rapport au contrat de génération, par rapport à l'égalité femmes-hommes, par rapport à la pénibilité, dans une dimension responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise.
leur client donc leur met des contraintes par rapport à leur responsabilité sociale et sociétale, et le contrat de génération en fait partie. Donc, première chose, contrat l'URSSAF, pas de plan senior, 1% de pénalité, 1% de la masse salariale mensuelle, 18 000 € à payer cash. Deuxième couche, le gros client qui représente 30% de leur chiffre d'affaires leur dit hey, contrat de génération, vous avez 6 mois pour vous mettre en règle. Sinon, on ne pourra pas continuer de travailler avec vous. Pour nous, c'est important, les seniors et les juniors dans l'entreprise et chez nos partenaires aussi. Donc, c'est quelque chose. Il y a effectivement des pénalités pour les entreprises de plus de 50 qui n'ont pas fait de plan ou d'accord contrat de génération. En même temps, ça c'est le bâton, moi je préfère la carotte. Donc, il y a les deux aspects. Merci de nous l'avoir rappelé parce que je trouve important. Un petit rappel aussi, on vous a préparé 3 points de référence si tu veux. Voilà. Oui, 3 références bibliographiques, enfin, ou vidéos, que vous aurez dans le PowerPoint puisque vous allez l'avoir. L'une sur le réglementaire, l'autre sur la mécanique des Flandres et ce qu'a mis en place l'ARACT, puisque l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail a beaucoup travaillé sur le contrat de génération et comment on pouvait accompagner les PME, justement. Donc, et puis une dernière qui est plus une métaphore de la transmission des savoir-faire. C'est une vidéo, donc. Ce sont des vidéos. Alors, L'égalité. celle de l'ARACT n'est pas une vidéo, mais tout le reste, ce sont des vidéos. Merci de votre attention. Merci. On va certainement débarrasser vos assiettes. Vous profiterez de la présence de la serveuse pour lui demander si vous voulez un café. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, on va permettre à nos orateurs de se... En fait, ils vont se mettre là, ils vont manger un petit bout. Et puis... Tu crois qu'on va se mettre là? Il n'y a pas de chaise. Là. C'est plus sympa, les crois? Je On sais va pas, trouver une chaise en plus. Il y c'est... a une, deux. On a à peu près une petite demi-heure de temps d'échange. Là, je pense qu'il y a pas mal de questions. Moi, je vous remercie beaucoup parce que je trouve que la présentation était vivante, interactive. Enfin, il y avait le côté explication très claire. Et puis l'intervention qui vient amener justement, voilà, on illustre avec des choses exemplaires. Bravo, content pour ce premier déjeuner expert. C'est une réussite. Alors, Voilà, du donc, reste, au fil de nos échanges en préparation, on s'est dit, comme c'est la première, on a envie de vous faire passer un petit questionnaire de satisfaction sur qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui a bien marché dans notre communication, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Voilà, quels seraient vos souhaits en termes de rythme, en termes de durée, en termes de mode? Le sujet. Est-ce que c'est en termes de type de sujet aussi? Effectivement. On travaillera ça avec Isabelle et Patrick dans les jours à venir. On vous mettra un petit mail à la fois avec le PowerPoint et avec Et puis ce sur questionnaire. les prochains déjeuners experts à venir, parce que notre souhait c'est quand même de pouvoir en proposer peut-être 4 ou 5 par an, ce serait ambitieux, tous les 2-3 mois, avec des thématiques différentes. Donc là vous allez assister au premier, et c'est vrai que c'est bien d'avoir déjà vos retours au niveau des horaires, au niveau du format, au niveau de l'accueil, au niveau de la formule, ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez en plus, peut-être en moins. Effectivement, on va passer ça. Donc on va laisser passer, voilà. Moi j'ai une question, Question. Ouais, parce que moi j'ai une question qui me paraît importante. Là en fait on parlait de contrat de génération. Est-ce que finalement, et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'en deçà de 50 personnes, on a à la fois de l'aide financière et l'appui pour du conseil. Est-ce qu'on est obligé d'avoir systématiquement la mise en place d'un contrat de génération pour avoir l'appui, et est-ce qu'on peut dissocier les deux et finalement se dire je me sers de cet outil-là qui finalement est une ressource. C'est une bonne question. Précédemment, jusqu'en 2014, il fallait au moins créer une embauche en CDI pour pouvoir bénéficier effectivement d'appui conseil. D'accord.
Donc là, ça veut dire Ce que n'est plus le cas. concrètement, je fais appel à la directe via la CCI, Voilà. je demande à Je ce qu'il y fais ait une lettre, un- et nous on peut vous aider. Hein. Je fais une lettre de demande d'appui conseil contrat de génération à la CCI Rhône-Alpes, qui va décider si c'est plutôt 4 jours ou 6 jours, mais là l'appui du consultant va permettre d'aller vers un volume raisonnable de jours. Et en fait, c'est la CCI Rhône-Alpes qui vous répond, qui valide. Et donc moi, j'ai la question corollaire après, c'est finalement dans la partie concrète, donc on a compris qu'il y avait le diagnostic, etc. Mais concrètement, dans une petite structure, qu'est-ce que ça peut donner? Petite structure comment? Ben, je sais pas, moi, imaginons, moi en l'occurrence, je travaille sur la partie transmission des entreprises. L'idée, c'est, ma cible, c'est des entreprises de 0 à 10. Quand je vais travailler avec un dirigeant, qu'est-ce que je vais, finalement, si je fais appel à des organismes comme les vôtres, qu'est-ce que ça va apporter à mon client? D'abord, je pense sur cette taille d'entreprise, on ne va peut-être pas aller au-delà du diagnostic et des précaux, en fait. Mais ça permet d'avoir cette cartographie des savoir-faire, de l'organisation, de la pyramide des âges, et d'identifier aussi quelles sont les marches, quelle est la visibilité d'une entreprise, quels sont les points sur lesquels il va falloir développer, avoir une stratégie qui ne sont pas aujourd'hui travaillées. On va avoir une approche un peu holistique à partir du diagnostic qui sera dimensionné en fonction de la taille de l'entreprise. Donc c'est pour ça que je te dis, ça va être très souvent pour une taille d'entreprise comme ça, on ne va peut-être pas aller au-delà du diagnostic et des précaux, sauf si il y a vraiment identification d'un besoin très spécifique pour lequel on peut apporter tout de suite assez rapidement des solutions. Et là, on va faire en sorte d'avoir un peu plus que 2 jours d'accompagnement pour pouvoir amener des pistes de solutions. En tout cas, dans le cadre des transmissions, ce qui me paraît intéressant, c'est effectivement, on voit que le vendeur ne s'interroge pas tous les jours sur ces questions-là. Par contre, l'acquéreur, lui, dans son processus public, il va se poser ces questions-là. Ouais. Donc celui qui n'est pas préparé à répondre, qui n'a pas vu les risques de dévalorisation qui étaient cachés derrière un certain nombre de problèmes de cette nature, c'est clair qu'il va être handicapé. Ouais. Dans la configuration, ça se conçoit bien d'avoir besoin. Et c'est vrai que faire en moins un diagnostic. c'est vrai que quand la structure, quand l'organisation est petite, très souvent on est absorbé par le fil quotidien, le carnet de commandes, la production, etc. Et c'est difficile de s'extraire et de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Donc le gros intérêt, c'est d'avoir quelqu'un d'externe dans ces métiers qui va vous aider à opérer cette prise de hauteur et c'est financé en grande partie. En cela, c'est vraiment une opportunité. Je voulais revenir sur la solution de passer 5 ans, et voilà, ce qu'on va faire. Oui. J'ai pas le droit de 5 ans. Ouais. Chantier. Il y a un intérêt d'anticiper ce qu'on va se voir, parce que c'est à un moment donné, on dépasse les 5 ans, mais on dépasse. Alors, moi j'ai rencontré des entreprises, Parce que j'ai rencontré est-ce des que les gens disent il faut vite se dépêcher, ou vous avez encore le temps de vous attaquer à ce chantier-là, parce que vous en avez d'autres. Il y a encore le temps. Si la question c'est est-ce qu'ils ont encore le temps de travailler là-dessus? Oui. Et à partir des risques, dans l'année 2016, les risques ont dépassé les 50. Ça va exactement encore quand, oui, les enjeux de toute façon, il y en a. On est dans le domaine informatique plus jeune. C'est vraiment une marche RH plutôt positive. Mais pour l'instant, ce n'est pas leur chantier. Moi, il faut que je leur dise, non, mais il y a une sanction, donc il faut peut-être. Oui, mais la sanction. Non, il n'y a pas de risque. La sanction ne va pas tomber automatiquement le jour où ils sont 50 en équivalent C'est temps pas plein. en fin d'année, C'est pas on rétroactif. dépasse Non. les 50, Non. on craque. Non. Non, d'accord. Non. Ils ont le temps de le mettre dans le schéma de Oui, oui, développement, tout à fait. Mais c'est vrai que, il ne faut pas que ça les freine. Il ne faut pas que cette perspective de passer au-delà de 5 ans les freine à embaucher, ce serait dommage. Moi, j'ai rencontré des entreprises qui faisaient exprès de rester en dessous des 50. Ce qui est quand même dramatique, parce que ça veut dire qu'on s'empêche de se développer
pour ne pas rentrer dans la tranche où il y a plus de contraintes. Mais si au lieu de le voir comme une contrainte, on le voit plutôt comme une opportunité de développement, de monter une stratégie, d'avoir une vision plus globale pour continuer à se développer dans les années à venir, je trouve que c'est plus intéressant. Dans les 2 à 3 ans. C'est vraiment une volonté de positionnement, ça va faire absolument pas peur. Par contre, du coup, ça nécessite un certain nombre de structuration. Ça peut être intéressant pour eux d'être accompagnés sur un diagnostic et des précaux justement dans cette perspective-là, pour se dire, bah voilà, d'ici, si j'estime que dans 6 mois, j'atteins les 50 salariés, ça vaut la peine de planifier qu'on va mettre en place un appui conseil qui aura pour but de rédiger un accord ou un plan d'action. On est dans une démarche prospective, mais assez proche. Hein, et ça vaut la peine de l'avoir, puisque eux-mêmes ont des perspectives de développement. C'est intéressant. Et vous avez donné plusieurs exemples de l'industrie. Moi j'étais dans l'industrie. Voilà. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur ces savoir-faire en tertiaire? Là, c'est encore plus compliqué de définir quelque chose, parce qu'il y a du matériel complet. Honnêtement, j'ai pas eu l'expérience, mais c'est... C'est vrai que le secteur tertiaire, si on est sur du service, c'est souvent sur de la matière grise en fait. un petit personnel. C'est souvent lié aussi à la personnalité, à l'expérience. Plus encore. Là, la Plus encore. transmission jeune et senior c'est compliqué à mettre en place. Moi, je travaille dans la publicité, alors j'ai une petite entreprise, mais j'ai travaillé dans des gros groupes dont ma base publicité. D'autant plus qu'en publicité, dès qu'on a passé 45 ans, on est considéré déjà comme un vieux. Savoir qu'après 50 ans, on ne recrute plus dans la pub. Alors c'est peut-être pareil ailleurs, mais c'est vrai qu'on le ressent très bien. À partir de 40 ans, il y a tellement de jeunes, on recrute tellement de jeunes parce qu'ils sont d'abord malléables, ils sont curieux, et puis ils peuvent aussi bosser jusqu'à souvent 23 heures sur tous les charrettes. Donc, après, quand on a 30 ans, quand on a ses gamins, c'est sûr qu'on a tout envie de rester jusqu'à 23 heures pour gagner des appels d'offres. Mais et du coup, on a, dans ce secteur-là, je ne vois pas, eux, comment ils vont pouvoir rentrer là-dedans. Moi, j'en fais plus partie de ces grosses boîtes. Mais pour eux, ça va être compliqué, parce que des seniors, tout à fait, à partir de 50 ans... dans ce métier spécifique. Dans la publicité, oui. Mais par exemple, dans notre métier du conseil, en management ou en ressources humaines, c'est quand même la force de l'expérience qui fait qu'on dit aussi sur toi, c'est comme celle qui est venue. C'est ton expérience qui t'a amené au conseil, moi aussi. Mais on voit aussi de plus en plus de jeunes qui se lancent dans le conseil en ayant une expérience plus réduite. Et là, ça va être vraiment essentiel d'être en binôme jeune et aîné dans les entreprises pour aller questionner les salariés, construire un diagnostic, rédiger ce diagnostic, rédiger les précaux, savoir comment je transmets ça, comment je présente ça en public au comité de direction. Ça s'approche pareil, par la modélisation. Hein. Et après, c'est une affaire d'expérience et une affaire de personnalité qui va faire le lien. Mais je ne crois pas que ce soit différent. En fait. Je crois pas que ce soit différent. C'est même ce qu'on peut en trouver dans le secteur tertiaire de même nature. J'en peut-être une entreprise d'ingénierie qui est en train de cartonner en ce moment parce qu'il y a un ingénieur particulièrement brillant. Sur toutes l'équipe propose, si jamais il s'en va, la boîte elle est mal. Ces problèmes-là, ils existent exactement. Ça pareil partout. Par contre, je pense que les dirigeants, la plupart du temps, quand même, ils sont assez conscients de ça. C'est-à-dire, ce que vous amenez, c'est une formalisation, c'est une prise de conscience collective. Le consultant extérieur, il n'est pas suspect de moins, en tout cas, de prise de parti. Mais souvent, les dirigeants, ils sont quand même... Alors, ils sont conscients de ça. Ils ont quand même compris. Tu as raison, ils
ils sont conscients de ça. Moi, je suis intervenue dans pas mal de PME qui étaient familiales, transmises de génération en génération. Au départ, c'était du transport de voyageurs en voiture à cheval, et puis après, c'est devenu l'autocar, quoi. Hein. Et alors, c'est à la 2e ou 3e génération. Et quand c'est le papa qui travaille là et qui a mis ses enfants dans la boucle, parfois, le papa, il a du mal à lâcher. Et le fait d'avoir un externe qui intervient là pour faire une cartographie, une photographie à un instant T, des compétences, des savoir-faire clés, ça va permettre des prises de conscience de à quoi je m'agrippe, qu'est-ce que je suis prête à lâcher, ou qu'est-ce que je ne suis pas prête à lâcher. Et le consultant peut se permettre aussi d'avoir un mot vis-à-vis du dirigeant en face-face que les enfants ne peuvent pas toujours avoir pour effectivement de la transmission se fasse. Et ça, c'est très très courant dans ces TPE, PME familiales. Vraiment une situation que j'ai vue assez souvent. C'est pas parce qu'ils en sont conscients qu'ils en tirent des conséquences. Non, c'est vrai. Non, tu as raison. Mais le fait que tu as un consultant externe qui fasse un peu l'effet miroir, ça permet aussi une libération de la parole des enfants. Enfin, voilà, ça permet d'avancer un peu. Même si ça ne résout pas. Voilà. Tu as coupé ta caméra? Non, il y a pas J'ai de plus une remarque, mais qui dit quand même une question au départ. Le financement, c'est la CRCI quand on Alors, ou la CCI. Alors la CCI Rhône-Alpes. Donc la CRCI. Ouais. On Auvergne maintenant. Oui, c'est ça. Non, parce que je suis quand même assez estomaqué. Je parle de casquette Solène. Hein. Ouais. J'ai 2 réunions par an avec la Direct, 3 avec Pôle emploi, avec la CCI, je ne sais pas combien j'en ai. Il n'y en a aucun qui présente ce dispositif. Et pourtant, tous les jours, on parle de comment on fait pour les contrats pro, comment on fait pour insérer les jeunes dans le monde du travail, alors que déjà, une des passerelles serait déjà que les écoles ou des organismes comme nous puissions expliquer que c'est aussi une passation, enfin, qu'il y a aussi un outil derrière qui pourrait permettre d'insérer les jeunes, non pas parce qu'on a besoin de recruter, mais aussi parce qu'on a besoin de faire passer un savoir-faire. Tout à fait. Et là, moi, je suis estomaqué parce que Alors, il y a eu, en 4-5 ans, personne n'en a jamais parlé. il y a eu toute une vague de communication, de petits déjeuners, de présentations, des chambres de commerce, pas des chambres régionales, des chambres de commerce et des OPCA, des organismes collecteurs, des fonds de formation, qui ont eu lieu Au début du fin 2013, beaucoup fin 2013, deuxième semestre 2013 et début 2014. Moi j'ai participé à plusieurs, de la GFOS PME, de Pôle emploi, de la CCI, etc. On était uniquement sur créer d'emplois CDI, et pas du tout, et très peu sur la dimension transmission qui est pourtant contenue dans le texte, hein. Mais ils n'ont pas communiqué là-dessus, et honnêtement, pour moi, c'est vraiment la raison de l'insuccès complet du dispositif. Mais moi, je me pose même la question de savoir si les CCI ont bien compris le sujet. Parce que les fonds sont régionaux. C'est le chèque qui vient de qui concrètement? De la directe. De la directe et... C'est l'État, non? C'est l'État. C'est pas parce qu'à une époque, la région, je crois, finançait des crocs, enfin, il y avait des tas d'aides au conseil. Là, c'est pas le cas. C'est pas la région. Non, je crois que c'est là. Je crois pas. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'on ça y a un acquis parfois. Non, mais je fais le même constat que vous. C'est-à-dire il y a eu une vague de communication pendant, je ne sais pas, 4 mois, dans toutes les régions de France, dans toutes les grandes villes, par les CCI, par les OPCA, par Pôle emploi. Et puis après, plus rien, parce que c'est tombé comme un soufflé. Et ensuite, la CCI Rhône-Alpes a invité les consultants qui avaient une expérience d'accompagnement en contrat de génération à venir les rencontrer. Ils ont fait 1 ou 2 grandes réunions. Ils ont collecté les expériences de nous, là, de quelques-uns d'entre nous. Et à partir de là, ils ont proposé de nous référencer parce que, comme les OPCA n'avaient pas été assez efficaces, ils leur ont retiré en fait la direction de cette opération. Donc aujourd'hui, c'est la CCI Rhône-Alpes, la CCI régionale et les chambres régionales des métiers
qui pilote ce dispositif pour la directe et qui va chercher les fonds auprès de la directe. Au coup par coup. Enfin, moi, je suis pas sûr que les CCI s'en occupent. Parce que pour l'avoir déjà vu, dès que c'est les CCI Ronac, en général, ça ne passe pas la CCI. Ils s'en occupent mal, c'est sûr. Parce que la communication a été faite vers qui? Au début des grands groupes, sûrement. Ceux qui ont des DRH, Pas seulement. La PME, je suis pas sûr qu'elle ait été contactée à ce sujet. Ah, c'est surtout Alors, Même moi, je reçois la directe en tant qu'entreprise chaque année, parce que j'ai bien au courant du dispositif, je l'utilise pas mal. Moi, jamais personne m'a parlé de compte génération. alors en 2014, j'ai vu beaucoup d'accompagnement de cet ordre. En 2014, c'était les OPCA qui allaient voir leurs ressortissants. Les OPCA, maintenant, C'était les OPCA qui avaient les finances pour mettre ça en œuvre et qui allaient toquer aux portes des PME et des TPE pour leur dire y aller. Et qui ont enrôlé un certain nombre de consultants, pour moi, pour réaliser ces missions-là. Eux communiquaient dessus et nous on agissait, on intervenait. Puis je me souviens, la réunion à la CCI Rhône-Alpes, ça devait être début 2014, avec deux personnes de l'ENREC, a fait un constat d'échec en nombre, par rapport au nombre cible. Je crois me souvenir qu'en 2013, il y avait un objectif d'avoir au moins accompagné 80 PME sur Rhône-Alpes. On n'y était pas. C'est rien du tout. Moi, sur cette année-là, j'en ai accompagné 15. C'était faisable, hein. Il suffisait d'avoir 6 consultants qui travaillent bien et des communicants suffisamment précis sur le dispositif pour aller voir les PME. Donc, ils nous communiquent plus, ça c'est clair. Et je vais même vous dire une chose, il y avait un site dédié au contrat de génération créé par le gouvernement. Le site, il y a une page, mais il n'y a plus le site avec tout le dispositif. Donc, C'est faire des économies. Oui, c'est ça. Et puis c'est le fait que Et de l'affichage on ramène d'autres dispositifs comme embauche PME par exemple, etc. Et donc on fait de la place au dernier dispositif sorti, on balaye, puis on parle plus de ce qui aurait pu être bien et qui n'a pas forcément été bien présenté. Mais pour autant, il n'est pas mort le dispositif. Ça a généré combien d'emplois depuis là 8. Alors c'est bête parce que j'aurais dû vous faire une synthèse de ça. Moi, je ne peux parler que des accompagnements que j'ai faits. Ah, Moi. nationalement, on ne sait pas. Si, il doit y avoir des chiffres là-dessus et j'avoue que je ne suis pas allée les chercher. C'était quoi, une Si, salade Mais, Non, c'était le. mais je pense qu'ils sont. Là, ouais. C'est justement parce qu'ils ne sont pas très élevés. Il faut essayer de penser entre les deux. Je attends les dernières questions. Sinon, on va s'assurer que sous une échelle de 2 ans, les personnes sont toujours en place. Ouais. Ouais. Alors, sachant que, imaginez, vous recrutez un jeune de moins de 26 ans, vous l'appariez avec un senior dans votre entreprise. Puis au bout d'un an, le jeune s'en va. Vous embauchez un autre. Vous embauchez quelqu'un pour le remplacer. S'il a lui aussi. Ou pas. Dans ce cas-là, l'aide tombe. Non, non, il n'y a pas d'urgence. Mais l'aide trimestrielle, elle est suspendue. Si par contre vous remplacez cette personne qui est partie et que c'est à nouveau un jeune de moins de 26 ans, bah, vous réenclenchez pour 3 ans, exactement. Tout ce qui était Si la personne est sur reconnaissance travailleur en entreprise, Ouais, c'est-à-dire que quand on voulait embaucher un exact. qui n'avait pas d'expérience dans nos activités, on bénéficiait de. Et pour le senior, pareil, c'est à partir de 55 ans. Une semaine. Moi j'en ai en ce moment. On a fait une demande une semaine. Bah, c'est en fait Oui. le salarié, il n'était pas salarié, il était toujours En dehors de ça, ça avait Et pendant 3 mois, en fait, on faisait tout le temps de formation. On remettait Pôle emploi qui nous avait travaillé principalement.
Donc, si dès le recrutement, Au bout de 3 mois, par contre, Alors si ça, je crois que c'est encore sur le cas avec le pré-gag, ah non, mais c'est hyper précisable. Oui, ça existe toujours. La police, elle arrive. Pour embaucher on quelqu'un. est 18. On aura un Il faut que message ce soit dans une activité. normal. Pas beaucoup de demandes. Qui était en fait sur le fond, quand même. Attention, pas dire c'est un peu plus mort. Et le fait de formaliser, voilà. Il faut qu'il ait moins de 25 ans, 50 ans. Mais c'était toute la réunion de ce matin. Parce que là, on en prend pas. C'est un vrai tactique, les deux. Ouais, ouais. Dans les petites organisations, on prend rarement le temps de formaliser les choses. Et donc ça permet de formaliser les choses. Ça permet d'identifier. Alors ça non, parce qu'après ça c'est pas une période non plus, c'est surtout pour nous les écoles de formation. Parce que nous, une formation, quand on embauche un collaborateur, c'est 15 jours, 3 semaines là-dessus. Il faut regarder pour Lyon. C'est vrai que c'était pratique. C'est comme notre entreprise de transport, la Flouze, qui ne voulait pas dépasser de 50. Ils ont complexifié. Ils ont limité les possibilités. Voilà, et je pense que c'est bien en fait. Ouais, c'est vrai. Donc